Donc, je me présente, je suis Jean Gaspard, correspondant de Petit Cœur de Beurre, dans la région Franche-Comté, à l'est de la France. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Chaussade, qui est cardiologue au sein de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Sarah, qui est infirmière dans le même hôpital et qui s'occupe de l'éducation thérapeutique du patient. Et nous aurons trois témoignages, celui de Mildred, qui est une patiente de Paris, de Benoît, qui est un patient de Toulouse, et de Guillaume, qui est le papa de Clément, qui lui est le papa d'un patient. Voilà. Je remercie déjà, d'ores et déjà tous les intervenants pour leur présence et pour nous accompagner dans cette matinée. Je vais laisser la parole au docteur Chaussade qui va nous faire une petite présentation sur les anticoagulants oraux. Docteur, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, je vais partager mon écran et je vais donc vous parler des anticoagulants. Donc, moi, effectivement, je travaille à l'hôpital Georges Pompidou dans le service des cardiopathies congénitales, surtout adultes. Et donc, je travaille avec le professeur Israël et le professeur Ladouceur. Donc, les anticoagulants, c'est quoi? J'ai essayé de faire simple. Alors, 10 minutes, c'est court, donc il y a peut-être des choses que j'aborderai pas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas précises ou qui vous semblent encore floues. Mais donc, qu'est-ce qu'un anticoagulant? C'est un médicament qui va fluidifier le sang, donc qui va rendre le sang plus liquide. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rendre le sang plus liquide? En fait, pour éviter l'apparition de ce qu'on appelle des petits caillots qui peuvent boucher des artères, boucher des valves. Et dans certains cas, il y a déjà des caillots qui se sont formés et le but, c'est de diminuer leur taille, voire éventuellement de les faire disparaître. C'est malheureusement un médicament qui est vital, qui est obligatoire. Quand il est prescrit, c'est une prescription médicale. On ne peut souvent pas l'arrêter, ou alors si on l'arrête, c'est une décision qui doit être prise avec votre cardiologue. Et les anticoagulants, il ne faut pas les confondre avec les antiagrégants. Alors, c'est pas si simple de comprendre la différence, mais globalement, les anticoagulants vont rendre le sang plus fluide et ils vont éviter, quand le sang stagne, par exemple, de créer ces petits thrombus. Alors que les antiagrégants, ils vont empêcher plutôt les plaquettes de se mettre les unes avec les autres et d'aller former un bouchon là où il peut y avoir des plaies. Et les antiagrégants, on les utilise notamment surtout quand on a des valves, mais qui sont des valves qu'on appelle bioprothétiques, qui donc peuvent se léser et c'est pour éviter qu'elles s'abîment avec le temps. Les anticoagulants, comment on peut les prendre? À la maison, globalement, il y a deux solutions et je pense que les patients là qui sont sous anticoagulants, c'est ce que vous vivez au quotidien. Soit on fait des injections, qui sont des injections qu'on fait sous la peau, et donc ça, c'est le Lovenox qu'on va faire en 2 fois par jour ou alors l'Inoep. Et on peut aussi le prendre par la bouche. Et là, ça, c'est les traitements, les antivitamines K que sont, dont je vais parler tout à l'heure, la coumadine, les Préviscan. Et on a une nouvelle génération d'anticoagulants qu'on voit moins en pédiatrie pour l'instant, mais qu'on voit plus chez les adultes, qui sont les AOD, dont je parlerai aussi tout à l'heure. Donc, les antivitamines K, c'est quoi? Donc, comme je vous disais, c'est des anticoagulants. Et ils portent bien leur nom, c'est des antivitamines K. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de vitamine K dans votre corps. Et le foie, il a besoin de vitamine K. Pourquoi il a besoin de vitamine K? Parce qu'avec cette vitamine K, il l'utilise pour produire des facteurs de la coagulation. Alors là, je vous ai mis une cascade avec des chiffres horribles dans tous les sens, mais globalement, cette cascade, vous voyez, c'est plein de petits chiffres. Chaque chiffre a un rôle pour aboutir à la formation du caillot. Pour que cette cascade marche, pardon, on a besoin de ces petits facteurs et ces facteurs, ils ont besoin de vitamine K pour être créés par le foie. Donc c'est quelque chose, un délai d'action qui va être long, c'est-à-dire les AVK, vous allez les prendre et ça va empêcher le foie de synthétiser ces facteurs, ça va prendre 2, 3 jours et au final, quand ces facteurs ne seront plus produits, la cascade ne va plus fonctionner et donc à la fin, vous n'aurez plus la formation de caillots. Donc quand on décide de vous mettre sous antivitamine K, il va se passer 2, 3 jours où vous ne serez pas bien avec le sang fluide. Et dans ces cas-là, on doit faire ce qu'on appelle un relais. Et certains doivent être familiers avec ça. C'est quoi? C'est qu'on doit vous faire des injections d'anticoagulants sous la peau. Et ça, par contre, ces injections sous la peau, elles ont une action immédiate. C'est-à-dire, on fait l'injection, vous êtes anticoagulé. Et donc, ça veut dire que pendant 2, 3 jours, parfois plus si on a du mal à équilibrer le traitement, vous allez avoir 2 traitements qui vont fluidifier le sang. Un qui sera efficace et un autre qui sera en train de devenir efficace.
À l'heure actuelle, les antivitamines K, il y en a trois grandes classes en France. Donc, il y a la coumadine, qui est le traitement qu'on met dans la majorité de nos patients. Le Préviscan, qu'à l'heure actuelle, on ne met plus en première intention parce que depuis 2018, on s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes allergiques qui apparaissaient, notamment sur le rein, mais ça survient uniquement dans les 6 premiers mois d'instauration. Ça veut dire que si ça fait 10 ans, 20 ans que vous êtes sous Préviscan, ou plusieurs années, c'est un traitement qu'on va laisser. On ne va pas le changer parce que les patients, souvent, au bout d'un moment, ils sont bien équilibrés sous leur traitement. Changer de traitement, ça peut impliquer de devoir retrouver un équilibre. Donc, si vous êtes sous Préviscan, on vous a laissé sous Préviscan. Et si on doit vous introduire un traitement par antivitamine K, à l'heure actuelle, on fera plutôt les AVK. Le Centron est très, très peu prescrit en France. Et donc, pourquoi on anticoagule? Pourquoi est-ce que vous êtes anticoagulé? Et bien, comme je vous disais, pour éviter la formation de ces thrombus, nous, ce qu'on appelle vulgairement thrombus, c'est ces petits caillots, on ne veut pas qu'ils se forment. Et donc, pourquoi on ne veut pas qu'ils se forment? Notamment chez les patients qui ont ce qu'on appelle un ventricule unique, un seul ventricule, ils vont avoir des montages et on ne veut pas qu'il y ait de caillots, que ce montage se bouche. Donc, eux, on va les mettre sous antivitamine K au long cours. Les patients, pareil, qui ont des valves mécaniques, on ne veut pas que la valve mécanique se bouche, et donc à ce moment-là, on va mettre les antivitamines K. Chez l'enfant aussi, quand le cœur est très fatigué, fonctionne mal, bah en fait, il se passe quoi? Si le cœur pompe mal, il y a un risque que le sang stagne. Et dès que le sang stagne, en fait, il a tendance à former des caillots. Et donc, pareil, pour éviter ça, surtout, on fait ça surtout chez l'enfant, on va anticoaguler. Et il y a aussi les troubles du rythme. Pareil, c'est au niveau donc de la partie haute du cœur, des oreillettes. Quand elles se contractent très vite, le sang stagne et il peut y avoir des formations de caillots. Donc dans tous ces cas, on va dire il faut vous anticoaguler. Et quand le thrombus est là, notamment par exemple l'embolie pulmonaire, ça va être du caillot qui se forme dans les artères pulmonaires. À ce moment-là, pour éviter que ça grossisse et pour le faire disparaître, le faire fondre, on va vous anticoaguler. Comment on surveille les antivitamines K? Je vous ai dit, c'est long. Au bout de 2 3 jours, on sait qu'on va être anticoagulé. Et comment on sait si le sang est bien fluide, assez fluide ou pas assez fluide? Eh ben, on va surveiller par ce qu'on appelle l'INR. Et c'est un peu ce qui nous embête le plus, entre guillemets, enfin ce qui vous embête le plus, c'est cet INR. Parce que pourquoi? Pour voir votre INR, il faut faire globalement une prise de sang au laboratoire. Le laboratoire va nous donner un chiffre. Dans la population générale, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas anticoagulés, l'INR est égal à 1. Plus votre INR va être haut, donc vers 2, 3, 4, 5, plus l'INR est haut, plus le sang est fluide. Donc plus le sang est fluide, plus il y a un risque en fait d'hémorragie. Et donc on va vous donner une cible. Cette cible, elle est donnée par votre médecin en fonction de la maladie que vous avez. Et on va vous dire, c'est entre 1,5 et 2,5. Donc si vous êtes en dessous de 1,5, c'est pas assez fluide. Au-dessus de 2,5, c'est trop fluide. Ou on peut vous dire, vous, c'est entre 2,5 et 3,5. Donc, on va considérer qu'en dessous de 2,5, c'est pas assez fluide. Au-dessus de 3,5, ça va être trop fluide. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler votre fenêtre thérapeutique, votre cible. Et souvent, nous, nos adultes, quand ils viennent en hospitalisation, même nous, on leur demande quelle est votre cible. Et ça, vous, normalement, les patients, vous connaissez très bien, vous savez votre cible. Et en fonction, nous, on adapte, on monte ou on baisse le traitement. Donc, comme je vous disais, ça implique de faire, quoi qu'il arrive, une prise de sang. Il nous faut du sang pour avoir cet INR, ce chiffre, qui peut se faire soit au laboratoire, soit il y a depuis quelques années le Coagucheck qui est apparu, alors qui est remboursé en pédiatrie et chez l'adulte. À l'heure actuelle, malheureusement, ce n'est remboursé surtout que pour les patients qui ont des valves mécaniques. On espère que ça va être élargi pour la grande majorité de nos patients congénitaux parce qu'on a beaucoup de jeunes adultes et on sait que ça serait plus confortable pour eux d'avoir le Coagucheck, mais à l'heure actuelle, tout ça est plutôt en discussion. Et donc, comme je vous disais, tout ça, c'est une question d'équilibre. Trop bas, ben, en fait, on n'a pas le bénéfice du traitement. Et trop haut, il y a un risque d'hémorragie. Et ça va prendre un tout petit peu de temps quand vous commencez à prendre votre traitement. L'INR va être un peu labile et au bout d'un moment, il va se fixer. Et donc, les surveillances, on va pouvoir les espacer. Mais pour que cet INR reste dans la cible et ne bouge pas trop, il y a quelques règles d'or à respecter. Il faut prendre ce médicament à heure fixe. Quand vous oubliez votre vitamine K, on dit que dans les 8 heures, vous pouvez le prendre. Si ça fait plus de 8 heures, il ne faut pas le prendre. Et surtout, si vous oubliez de le prendre, il ne faut pas doubler la dose. Parce qu'on a souvent des patients qui nous disent, bon, hier, j'ai oublié de le prendre, donc ce soir-là, j'ai pris 2 fois la dose. Et donc là, en fait, on est dans un marasme parce qu'on sait qu'on va avoir la baisse, peut-être un peu la baisse parce qu'il y a eu l'oubli, et puis d'un coup, on a doublé la dose, donc l'INR risque de monter ponctuellement. Donc, c'est pas grave, entre guillemets, d'oublier une fois. Il faut juste éventuellement le signaler à votre médecin traitant ou à votre pédiatre et dire, voilà, là, il y a eu un saut de prise. C'est peut-être pour ça que l'INR va être
un tout petit peu déséquilibré, du coup, 3 jours après, hein, entre 48 et 72 heures après. Et l'autre chose, il faut être vigilant et surveiller votre INR si vous voyez que vous avez des saignements anormaux. Parce que, comme je vous ai dit, le risque le gros effet indésirable des antivitamines K et des anticoagulants en général, c'est que ça fait saigner. Mais si d'un coup, vous avez du sang dans les urines, du sang dans vos selles, que vous crachez du sang, que vous avez un saignement de nez qui ne s'arrête pas, que vous constatez des choses anormales, c'est peut-être que votre INR est trop haut. Et donc, dans ces cas-là, il faut faire un contrôle pour qu'on puisse, si besoin, baisser le traitement. L'autre chose qui est, donc je vous ai dit, hein, la fenêtre, donc l'INR, nous, ça va être notre obsession, qui doit être, on devait être dans la cible de votre INR, pas trop bas, pas trop haut. Et le problème des antivitamines K, c'est qu'évidemment, il y a une grande variabilité et qu'on ne connaît pas la dose qu'on va mettre à chaque patient. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux patients du même sexe, du même poids, du même âge, qui vont avoir deux doses complètement différentes. Il y en a un qui aura 1 mg, par exemple, de coumadine, l'autre qui aura 10 mg. C'est une dose qui est propre à vous, qui est inhérente à vous, et donc il y a des facteurs génétiques. On sait, il y a des patients qui ont même des mutations génétiques qui les rendent plus résistants aux antivitamines K. Et donc c'est pour ça qu'on commence par une dose approximative et qu'on va adapter progressivement le traitement. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir un peu plus. Il y a des interférences médicamenteuses, notamment il y a des antibiotiques, il faut faire attention. On sait qu'ils vont faire baisser ou monter l'INR. Donc, il faut voir avec votre médecin traitant ou le médecin qui vous a prescrit le traitement si on peut mettre un autre traitement. Et il y a certains cas où on ne peut pas. Et dans ces cas-là, il va falloir surveiller de près l'INR pour pouvoir éventuellement adapter le traitement. Et il y a les interférences alimentaires. Alors maintenant, ce qu'on dit surtout, c'est qu'il faut globalement avoir une alimentation équilibrée, se priver de rien, manger régulièrement des fruits et des légumes, mais on sait qu'il y a des aliments qui sont plus riches en vitamine K. Donc on demande évidemment aux patients parfois d'éviter de se faire 3 jours de suite de la choucroute. Enfin, il y a des choses où il faut faire un peu attention, mais sinon, il n'y a pas de restriction alimentaire à proprement parler. Et la dernière chose, il faut faire attention quand vous êtes sous anticoagulant. Comme je vous disais, le risque, c'est le saignement. Donc, il faut prévenir, par exemple, votre dentiste, si on doit vous enlever des dents, c'est possible, mais il faut que le dentiste soit au courant que vous êtes sous anticoagulant parce qu'il va adapter le traitement. Pareil pour les vaccins, notamment chez l'enfant, il faut prévenir le pédiatre que les vaccins sont possibles, bien sûr, mais il faut prévenir le pédiatre que vous êtes sous anticoagulant, mais généralement, ils sont au courant. Donc, le Coagucheck, comme je vous disais, c'est surtout chez les mineurs et nous, les adultes qui ont des valves cardiaques mécaniques à l'heure actuelle. Donc, ça restreint pas mal, nous, chez l'adulte, nos possibilités. Et donc, on a beaucoup de jeunes qui aimeraient avoir le Coagucheck parce que dans leur vie quotidienne, c'est sûr que c'est plus simple de se faire une piqûre au bout du doigt, hein. Donc, on se fait une petite piqûre au bout du doigt, on met sur la petite lancette qu'on met dans la machine et on a un INR. Donc, c'est plus simple que d'aller le matin au laboratoire, d'attendre l'après-midi, d'avoir le résultat, d'appeler le soir. Donc voilà, donc c'est un outil qui est prescrit par le médecin. Vous devez avoir une formation pour pouvoir l'avoir. Et ça implique de faire quand même des INR au laboratoire et en même temps sur la machine tous les 6 mois. Donc voilà, j'espère que prochainement on pourra l'avoir parce qu'on a une liste très longue, nous, de patients qui sont en attente. On espère pouvoir l'avoir chez l'adulte qui ont des cardiopathies congénitales. Je vous ai aussi dit, alors ça concerne plus les adultes que les enfants, ça c'est donc les nouveaux anticoagulants oraux, donc, qui vont être le Pradaxa, le Xarelto, l'Eliquis. Donc nous, pareil en France, enfin en tout cas à la HEGP, c'est surtout le Xarelto et l'Eliquis qu'on va prescrire, qui sont des médicaments en fait qui ont un peu révolutionné nous le monde de la cardiologie adulte. Là je parle pas forcément des cardiopathies congénitales. Parce que c'est des médicaments qui en fait ont une action directe. C'est-à-dire que, je vous disais, les antivitamines K, il faut que le foie produise le facteur, donc il n'y a plus de vitamine K, donc le foie produit plus, et donc à la fin, il n'y a plus le caillot. Là, en fait, les AOD, le Xarelto et l'Eliquis vont avoir une action directe, donc ils vont complètement couper la cascade de la coagulation à partir du moment où vous le prenez. Vous le prenez, vous êtes anticoagulé. Vous ne le prenez pas, vous n'êtes pas anticoagulé. Il n'y a pas une marge de manœuvre. Vous n'avez pas 2-3 jours comme pour les antivitamines K, où vous allez être quand même anticoagulé même si vous ne prenez plus le traitement. Là, vous ne le prenez pas, vous n'êtes pas traité. Donc c'est vrai que ça nous gêne un peu parce que sur les sauts de prise, il y a des moments où vous n'allez pas bien être couvert. Et le gros avantage qu'il a, c'est qu'il ne nécessite pas de surveillance. C'est la même dose pour tout le monde en fonction de la fonction rénale. Mais donc, c'est une utilisation qui est extrêmement simple, parfois même trop simple parce qu'on va le donner en cardio-adulte, on le donne surtout aussi chez des personnes âgées. Donc, quand même, méfiance, ça n'empêche pas d'avoir une éducation et de surveiller les signes
de saignement et malheureusement dans les cardiopathies congénitales, alors nous chez l'adulte on le donne chez des patients qu'on considère qui ont des cœurs quasiment normaux et qui vont faire des troubles du rythme. À ce moment-là on leur donne parce que c'est plus simple d'utilisation au quotidien. Mais par exemple, tous nos patients qui ont des valves mécaniques, c'est pas possible. Et chez l'enfant, à l'heure actuelle, il y a des études qui sont en cours, mais on peut le mettre qu'en cas de thrombose veineuse périphérique. Donc les indications sont assez restreintes. Mais bon, ça, il y a des études qui sont en cours. Probablement que dans les prochaines années, les choses vont changer et on va avoir des médicaments qui vont être plus simples d'utilisation. Et on ne peut pas les utiliser en cas d'insuffisance rénale sévère. Et dans ces cas-là, on remet les patients sous antivitamine K. Un petit mot sur le sport et la femme. C'est des questions qu'on a très souvent. Est-ce que je suis anticoagulée? Est-ce que je peux faire du sport? Oui, bien sûr. Et on vous encourage avec les cardiopathies congénitales à faire du sport et une activité physique régulière. Il y a certains sports qui vont être violents, donc là où il peut y avoir des coups, donc des hématomes, et comme je vous disais, les AVK les anticoagulants font plus saigner. Donc il y a des sports qu'on va pas recommander, la boxe, le rugby, le football américain, tous les sports où il y a des chocs frontaux, on n'aime pas trop. Et pour la jeune fille et la femme, on demande à ce qu'il y ait une consultation gynéco dès qu'elles ont leurs premières règles, parce qu'évidemment, les anticoagulants risquent de faire que la jeune femme va avoir des règles plus abondantes. Parfois, on a même des patientes qui vont avoir une hémoglobine de l'anémie, hein, les globules rouges qui vont baisser parce qu'elles saignent beaucoup pendant leurs règles. Dans ces cas-là, nous, on travaille beaucoup avec les gynécologues pour trouver des pilules adaptées. Il y a les stérilés à base de progestatifs qui empêchent d'avoir des règles pour éviter ces saignements qui peuvent être extrêmement abondants. La grossesse, elle est tout à fait possible, mais ce qu'on demande aux jeunes femmes, c'est de consulter leur cardiologue avant. Donc, c'est des grossesses qui vont être programmées. Et à partir du moment où la femme sait qu'elle est enceinte, qu'elle soit sous AVK ou sous nouveaux anticoagulants, il faut qu'elle arrête son traitement et on switch pendant toute la grossesse avec des solutions injectables, ce dont je vous parlais, le Lovenox et l'Inoep. Et ça, pareil, on donne les doses, c'est le médecin qui décide des doses qu'on va mettre pendant la grossesse. Et c'est des grossesses qui vont être suivies. Et donc, nous, on les fait suivre à la pitié, mais elles peuvent être bien sûr suivies dans d'autres endroits. Donc, globalement, ce que je dirais sur les anticoagulants oraux, c'est vraiment une balance bénéfice-risque. L'éducation est essentielle et donc Sarah va parler juste après moi. C'est notre infirmière éducation thérapeutique à la HEGP et chaque fois que nos patients viennent, qu'on a des doutes, qu'on voit que le patient l'INR n'est pas du tout équilibré, ils vont reprendre les bases avec les patients, leur réexpliquer. Et donc, c'est un médicament qui fait saigner, donc il y a un risque de saignement, mais quand il est bien utilisé, ces risques, ils sont moindres. Donc, j'ai mis quelques règles d'or, mais je pense que la majorité d'entre vous les connaissez déjà. Mais donc, bien le prendre à heure prise, faire régulièrement quand vous êtes sous AVK les surveillances au laboratoire. Toujours penser, même si ça vous paraît évident, vous vous dites, je sais qu'il est au courant, mais avant toute petite chirurgie dentiste, bien repréciser au médecin, je suis sous anticoagulant. C'est toujours le dire. S'il y a eu un gros accident, un gros traumatisme, notamment les traumatismes crâniens et que vous allez aux urgences, pareil, il faut dire au médecin, je suis sous anticoagulant. S'il y a un saignement anormal, il ne faut pas hésiter à appeler votre médecin, aller aux urgences pour dire, voilà, je saigne, c'est pas normal et je suis sous anticoagulant. Quand vous êtes sous antivitamine K, votre carnet toujours avec vous. Pareil, si vous partez en voyage, prenez vos ordonnances, le Coagucheck, prenez votre carnet, votre carte, si vous avez une carte de porteur d'antivitamine K, avoir une alimentation équilibrée et les jeunes femmes, avant une grossesse, bien prévenir le médecin et dire, voilà, j'ai un projet de grossesse, comment on organise les choses. Et voilà, ça sera tout ce que j'avais à dire sur les anticoagulants. Merci, docteur. Quelques questions qui commencent à apparaître, notamment sur les médicaments, sur les contraintes liées aux antibiotiques, entre autres. Préparez-vous à répondre à ce genre de questions pour la suite, pour la fin de l'infocœur. Sarah, c'est à vous. Sarah qui est infirmière en éducation thérapeutique du patient au sein de l'hôpital Georges Pompidou. Donc, moi, je suis infirmière, je vous remercie en tout cas de m'avoir invitée également. Donc, je suis infirmière d'éducation thérapeutique à l'hôpital Georges Pompidou. Avec mon collègue Julien Nader, nous sommes deux. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faciliter le parcours des patients quand ils sont sous anticoagulants et de faciliter leur vie au quotidien. En fait. Donc, notre but
c'est de leur apprendre ce que c'est que le traitement, de répondre à leurs questions, de les mettre en situation pratique pour qu'ils sachent réagir eux-mêmes face à des situations complexes. Donc là, je vais plutôt parler des outils euh, qu'on propose en fait sur Pompidou. Le but vraiment, c'est de s'adapter aux patients. Tous les patients sont différents, ils ont des besoins différents. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de les aider et de les accompagner dans tout ça. Donc, déjà, avec mon collègue, on fait beaucoup de dessins. On s'est rendu compte qu'en dehors de la discussion et de leur donner des informations à l'oral, l'image fonctionne assez bien aussi pour retenir. Et donc, on utilise beaucoup l'ardoise, on a des jeux de cartes, voilà, des choses comme ça. Et on a essayé de mettre en place une réglette pour les mettre en situation, un peu comme la règle que vous pouvez peut-être connaître pour l'échelle de la douleur. Et donc, l'idée, en fait, c'est de les mettre en situation pratique. Donc là, par exemple, la réglette qu'on a, on peut écrire dessus. L'idée, c'est vraiment que le patient apprenne de lui-même. Et voilà. Donc, ensuite, on les met en situation, donc on va leur présenter des résultats de prise de sang du laboratoire pour savoir comment ils lisent le résultat, savoir ce qu'ils vont dire à leur médecin, parce que nous, on va échanger avec eux, mais on a besoin de savoir s'ils comprennent les informations et qu'ils arrivent à les transmettre correctement. On va aussi leur apprendre à lire les ordonnances. Pour des patients qui ne sont pas en capacité de lire, on peut essayer de trouver d'autres moyens également, avec des dessins, avec des voilà. On trouve toujours des solutions. Et ensuite, on va les mettre dans des situations de cas concrets, comment ils doivent agir quand ils oublient leur traitement, comment ils doivent agir quand ils saignent, qu'est-ce que c'est qu'un saignement, à partir de quel moment on s'inquiète, est-ce que ça dure, est-ce que ça dure pas, quelle conduite à tenir quand je saigne du nez, quand j'ai des règles abondantes, etc. Et on peut également les soutenir quand ils prévoient de voyager, car on peut voyager sous anticoagulant, mais il faut juste avoir quelques précautions en amont pour partir en sécurité. On leur pose aussi, on leur fait des quiz pour réévaluer à distance leurs connaissances, parce que quand on les voit en entretien, ça fait beaucoup d'informations. Donc, des fois, il faut reprendre les choses. On prend le temps. Voilà, c'est comme tout le monde, on a le droit d'oublier. Et ensuite, on leur fait manipuler les traitements, voir à quoi ils ressemblent, pour qu'ils sachent exactement utiliser leurs médicaments dans la vie de tous les jours. Typiquement, les anticoagulants oraux, ils peuvent se couper, on peut faire des additions pour avoir exactement la bonne dose de traitement, et ça, c'est pas toujours évident non plus pour tout le monde. Donc, on leur remet également souvent des supports qui peuvent les aider. Alors après, chacun, comme je vous disais, chacun a ses outils et est à l'aise avec certains outils, donc on en propose plusieurs. Notamment, on a un carnet de suivi des AVK qui résume un petit peu toutes les recommandations et qui permet aussi de noter un peu ces résultats, quel comportement j'adopte face à ce résultat, etc. Et une carte aussi qu'on peut glisser dans le portefeuille de porteurs de traitements anticoagulants et qui peut être utile justement pour les professionnels de santé s'il n'est pas en mesure de dire que vous êtes sous anticoagulant. Ça peut nous permettre également de savoir que vous l'êtes et donc vous prendre en charge d'une manière plus approfondie. On a différents livrets sur Pompidou, on a des livrets d'accompagnement, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil. Je pourrais vous les montrer plus tard si vous souhaitez. Il y a maintenant à l'ère du numérique, on a aussi beaucoup d'outils qui sont assez pratiques, comme des applications qui peuvent permettre de mettre des réveils,
de faire un suivi de vos INR, de tout enregistrer. Et ça peut être pratique et pour vous pour retenir et en même temps pour nous quand vous venez en consultation ou qu'on vous a par téléphone, vous avez toutes les informations à nous donner. Et nous, ça nous permet d'améliorer le suivi également de votre anticoagulant. On s'appuie également sur les associations comme Petit Cœur de Beurre et le Créatif, qui est un organisme aussi spécialisé sur les anticoagulants. Il est situé en Île-de-France et il est assez pionnier dans, dans le suivi. Voilà, donc on est partisans de travailler en collaboration. Et enfin, on donne des conseils personnalisés. Alors chacun vraiment a sa manière de maintenir une prise de médicaments régulière. Voilà, donc on peut mettre le réveil, un pilier, le prendre en mangeant, le prendre en se brossant les dents. Voilà. Le but, c'est d'essayer de le prendre le plus fréquemment possible. En effet, comme disait le docteur Chaussade, on peut l'oublier de temps en temps, mais vraiment l'idée c'est de vous dire que c'est un traitement obligatoire et que vous avez des risques à ne pas le prendre. Voilà. Donc, je vous ai remis des petites recommandations. Bon, ça, c'est les mêmes que le docteur Chaussade, quasiment. Donc, l'idée, c'est de le prendre tous les jours à la même heure. De surtout ne pas doubler la dose si vous l'oubliez. Donc, elle précisait en effet qu'on a des patients qui le prennent le soir, mais qui vont prendre 2 comprimés le soir, mais il y en a certains qui vont vouloir le prendre le matin. Et donc, justement, quand on oublie son traitement la veille au soir et qu'on le prend le matin, mais qu'on le prend aussi le soir, 3 jours après, c'est comme si vous aviez pris 2 fois le médicament. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, on a oublié, c'est pas grave, on prévient son médecin et on passe à la suite. Ensuite, vous devez également prévenir tous les professionnels de santé, donc que ce soit le médecin, également votre pharmacien. Pourquoi? Parce que, comme disait le docteur Chaussade, il y a des interactions médicamenteuses. Il y a des médicaments qui sont en libre service en pharmacie et qui interagissent avec les anticoagulants. Et donc, l'idée surtout, c'est que vous ne vous retrouviez pas à prendre ces médicaments, par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment que on vous aide à ne pas vous mettre en danger en prenant des traitements. Ensuite, donc en cas de saignements qui sont vraiment anormaux, qui ne s'arrêtent pas, qui sont abondants, vraiment, il ne faut pas hésiter, vous contactez votre médecin et si vraiment vous êtes en situation extrême où c'est la nuit, c'est le week-end, et ben n'hésitez pas, vous appelez le 15. D'accord. Et enfin, pour les voyages, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant. Il peut aussi vous donner des conseils pour organiser le voyage. Qu'est-ce que vous avez besoin? Donc, comme elle vous disait, l'ordonnance, mais il y a plein de petites choses. Quand vous avez le coagul check, il y a aussi des petites recommandations pour voyager avec, enfin, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Nous, les infirmiers de l'éducation, on peut aussi répondre à ces questions. Voilà. Et surtout, pas d'automédication, comme je vous disais. Il faut vraiment que tous les professionnels de santé soient au courant que vous soyez sous traitement et pour éviter d'avoir des interactions médicamenteuses. Et donc, pour finir, vous pouvez mener une vie totalement normale. Il suffit juste d'avoir les petites précautions pour vous adapter et vivre de manière libre. Voilà. Je vous remercie. Merci Sarah beaucoup pour toutes ces petites explications qui peuvent nous rendre la vie un peu plus simple. Nous allons passer à Mildred qui était une patiente Oui, de Paris et oui, qui fait partie de l'association Petit Cœur de Beurre. voilà. Oui, effectivement, je suis correspondante pour l'antenne de l'Île-de-France. Et donc, j'interviens en particulier à l'hôpital Georges Pompidou. Donc, moi, je suis suivie dans le service du professeur Isrin. Voilà. Alors, une petite présentation de ma cardiopathie. Donc, je suis née en 83 avec une abso, c'est-à-dire une atrésie pulmonaire à septum ouvert.
J'ai été opérée à l'âge de 6 jours et 2 ans pour des blaloques. À 4 ans, j'ai eu une cure complète. Et à 31 ans, j'ai eu la pose d'une valve pulmonaire. Voilà. Donc, vu qu'il faut toujours quelqu'un qui comprend pas la consigne, je viens d'apprendre que je n'étais pas sous anticoagulant, mais sous antiagrégant. Donc voilà. En fait, je pensais que j'étais sous anticoagulant, mais ça m'apprendra à pas poser assez de questions. Donc en fait, depuis la pose de ma valve pulmonaire, par bioprothèse, je suis sous cardégique, en fait, qui est pour limiter le risque d'infection. Mais du coup, je vais arrêter ma petite présentation là, puisque ce n'est pas exactement dans le cadre de l'intervention d'aujourd'hui. Voilà. Non, non, continue, Mildred. C'est toujours intéressant de savoir, de connaître ta façon de vivre avec du cardégique. Bah, Continue, Mildred. non, non, mais enfin, bah, du coup, moi, j'ai beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de suivi. Enfin, voilà, c'est quelque chose que je prends tous les jours. Voilà, et j'ai moins de. Alors, oui, effectivement, toujours chez le dentiste, prévenir que je suis sous cardégique. Effectivement, quand je me blesse, ça peut saigner un petit peu plus longtemps, des choses comme ça, mais il y a beaucoup moins de conditions, enfin, de surveillance que sous anticoagulant. Il était important de signaler qu'avec le cardégique, il y avait beaucoup moins de Voilà, contre-indications c'est ça, et exactement. de Ok, prévention, justement. bon. C'est très bien, Mildred. Et Alors, puis, juste comme ça, est-ce que tu peux j'ajouterais juste préciser un ce petit que... mot, parce que Mildred, mais, déjà, merci beaucoup pour la présentation, et je trouve que c'est très important, parce que la confusion entre anticoagulant et antiagrégant, c'est quelque chose qui est fait au quotidien, et il y a beaucoup de patients, du coup, qui ne comprennent pas, et qui Ouais. ne savent pas, en fait, mais c'est aussi notre faute, nous, médecins, parce que c'est aussi à nous de mieux expliquer peut-être aux patients. Et effectivement, il y a peut-être, j'ai moins parlé du coup des antiagrégants plaquettaires, il y a moins d'effets indésirables et moins de contraintes. Après, c'est un médicament aussi qui est vital, hein, et qu'il faut prendre au quotidien, pareil à heure fixe. Les patients ont l'impression que c'est moins important que les anticoagulants, donc on a des jeunes aussi qui ont des valves qui ne prennent plus leur cardégie, qui ont décidé d'arrêter. Mais c'est un médicament qui est important et vous avez bien fait aussi de dire que ça fait un peu plus saigner quand même aussi. Donc il faut Mhm. faire attention qu'on se coupe moins, mais n'empêche quand même. Enfin, Ouais, c'est un ouais. médicament qui reste, qui fluidifie différemment le sang, mais qui le fluidifie quand même. Bon, Est-ce que j'arrête. tu peux préciser juste ce que c'est qu'un black lock? Alors, un blaloc, c'est peut-être laisser le docteur plutôt expliquer parce que j'ai peur de C'est Pourquoi dire oui. des bêtises. Donc en fait, la cardiopathie que vous aviez, il n'y avait pas de communication entre la ventricule droit et les artères pulmonaires. C'est Et, ça. et voilà. Donc en fait, pour certains patients, ce qu'on fait, c'est il faut quand même alimenter les artères pulmonaires. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tube entre l'aorte, donc qui sort de la partie gauche du cœur, et qu'on va brancher directement sur l'artère pulmonaire, de manière à perfuser les artères pulmonaires. Comme ça, l'enfant peut grandir et à ce moment-là, on peut l'opérer quand il est plus grand. C'est pas une solution définitive, c'est une solution comme ça qu'on met. Alors parfois on met un premier blaloc et puis il se bouche avec le temps, donc on en met un deuxième. Et puis à la fin, normalement, quand on peut, il y a la cure définitive, la cure complète. Voilà. Merci, docteur. J'ai dit. Mildred, merci pour ta présentation. On va demander maintenant à Benoît. Benoît qui est aussi correspondant Petit Cœur de Beurre du côté de Toulouse et qui est patient. Donc bonjour tout le monde, donc je suis Benoît, correspondant à Petit Cœur de Beurre depuis 2 ans, voire un peu plus, sur l'antenne de Toulouse, où je suis aussi suivi à Toulouse. Voilà, alors moi j'ai pas de diapo sur ma cardiopathie, mais je vais le faire comme ça quand même parce que ça me paraît important. Donc moi j'ai un ventricule unique qui a été opéré 3 fois, donc en 1981 avec un Blaloc aussi. En 1983 avec un montage de Fontan par Monsieur Fontan à Bordeaux et une dérivation cavo-pulmonaire totale en 2021 à, à l'hôpital Henri-Lannelongue à Paris. Voilà. Et depuis 2001, je prends du Préviscan parce que ben, au départ, le montage de Fontan on a fait une oreillette dilatée où le sang circulait pas très bien. Et derrière, avec la DCPT, c'était nécessaire aussi. Donc, pour moi, dans la prise du Préviscan, le plus compliqué, on va dire, c'est les prises de sang.
parce que c'est quelque chose où je suis pas forcément, j'ai jamais été toujours régulier, même si j'ai bien compris l'importance du suivi. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi d'aller faire les prises de sang. Après, sur la prise des médicaments, j'ai dû l'oublier 2, 3 fois en 20 ans, donc je pense que je m'en sors pas trop mal. Voilà. Après, depuis le mois de janvier, j'ai réussi à obtenir un coagut tchèque j'ai vu un document de l'ARS qui est passé où les personnes non éligibles aux AOD sont susceptibles d'obtenir un coagut tchèque. Donc, j'ai réussi à en obtenir un au mois de janvier. Et c'est vrai que depuis, le suivi des INR est beaucoup plus simple. Voilà. Et j'ai eu la chance, parce que je ne l'avais pas fait avant, de faire au mois de février une journée de TP à l'hôpital à Toulouse. Ben, j'ai appris beaucoup de choses, même après 20 ans de prise de Préviscan. Après, ben, les contraintes, je vais un peu répéter ce qu'ont dit le docteur Chaussade et Sarah. Ben, pas de sport de contact. Connaître les interactions médicamenteuses. Donc, c'est toujours ben, le préciser aux pharmaciens, aux médecins. Et on a eu un guide quand j'ai fait ma journée de TP où, avec les différents médicaments, ceux qu'on peut prendre sans problème et ceux auxquels il faut faire attention et ceux auxquels on n'a pas le droit. Voilà. Et aussi, il y a les médicaments, mais il peut y avoir aussi les traitements alternatifs, que ce soit entre les traitements par les plantes, les huiles essentielles, mince, l'homéopathie, etc., qui peuvent avoir une interaction. Voilà, après, ben, les contraintes, forcément, les blessures quand on se taille en cuisinant, en bricolant, ben, ça saigne beaucoup. C'est parfois, ça met du temps à s'arrêter, c'est compliqué, mais voilà, quand on le sait, on fait attention. Et après, ben, l'autre chose moi, où j'ai vu l'interaction sur l'INR, c'est les maladies, les infections. J'ai attrapé il y a 2 ans et demi une endocardite et j'ai mon INR qui montait à 21. Voilà. J'avais un caillot, il est toujours pas parti quand même, mais voilà, les infections peuvent jouer aussi sur l'INR. Voilà. Et c'est tout pour moi. Mais après, comme a dit Sarah, on arrive à vivre avec, c'est juste à faire attention à certains points. Merci Benoît. Avec plaisir. Je vais donner la parole maintenant à Guillaume, qui est papa du petit Clément, qui lui est sous anticoagulant. Quelle est la vie du papa de Clément quand on a un enfant sous anticoagulant? Ok, et ben donc effectivement, moi je suis le papa de Clément qui est à côté de moi, qui écoute attentivement tout ce qui a été dit. Donc Clément, il a 11 ans, il a été opéré 3 fois. Je détaillerai un peu. C'est la troisième qui nous a jetés dans le grand monde des AVK. Les trois à Necker par le professeur Reski. Donc Clément, dans son parcours d'hospitalisation, il est né avec ce qui s'appelle une transposition des gros vaisseaux, donc une TGV. Il avait été opéré à 4 jours de vie. Là, c'était juste une chirurgie impressionnante pour les parents et l'entourage, mais qui nous a laissé tranquilles ensuite pendant une dizaine d'années. On supervisait dans le cadre du suivi cardiologique pendant ces 10 ans de vie d'enfant normal, hein. On avait euh, presque oublié, au-delà des visites chez la cardio, son opération initiale. On surveillait une petite fuite à une valve, donc la valve mitrale, qui, au fil du temps, s'est un peu aggravé et qui nous a conduit au printemps dernier à faire une première opération qui était une tentative de réparation par de la chirurgie réparatrice. Donc au printemps dernier, c'est là qu'on a découvert l'association Petit Cœur de Beurre, donc à laquelle ensuite
on a essayé de lancer pas mal d'actions et malheureusement, cette première opération n'a pas fonctionné et donc on y est retourné, enfin Clément surtout. On y est retourné à l'automne et la valve a été remplacée par une valve mécanique. Et donc, si vous avez bien suivi le début de la présentation, c'est là que qui dit valve mécanique, donc qui s'appelle Valvi, on lui a donné un petit nom, c'est un membre à part entière de la famille. Et donc, depuis l'arrivée de Valvi, Clément est sous AVK. Euh, Sans répéter ensuite tout ce qui a été dit avant. Donc, la vie sous anticoagulant, c'est l'éducation thérapeutique qu'on a suivi à Necker, qu'on a suivi nous, que Clément a suivi. On a la chance d'avoir le Coagucheck, et donc on fait nos contrôles d'INR toutes les 1 à 2 semaines. Alors Clément, on parlait tout à l'heure que chaque enfant ou chaque patient est différent. Clément fait partie de ceux qui ont du mal à se stabiliser, donc on a pas mal d'aléas dans les INR. On n'a toujours pas trouvé 6 mois après complètement le bon dosage de Coumadine, donc ça nous force à faire des INR parfois un peu plus réguliers. Et puis, si je passe à droite, ça fait que quand bien même on nous avait dit l'héparine, on vous apprend peut-être que jamais vous n'aurez à faire les injections. De temps en temps, l'INR est trop bas et donc il faut compenser par des injections. On a déjà fait ça quelques fois, ouais, 5-6 fois depuis dans les 6 derniers mois. Donc voilà, maintenant on sait faire et les parents et les enfants se sont habitués à ce protocole-là. Et ensuite, comme on l'a dit avant, c'est une vigilance de parents sur les infections et les chocs. On essaye, nous, au maximum, en tant que parents, d'autonomiser Clément. Il est grand. Et donc, voilà, le plus il se prend en main sur le sujet, le mieux c'est. Donc, c'est lui qui fait ses INR tout seul, c'est lui qui appelle le répondeur de Necker pour donner ses résultats. Et voilà, le plus ça lui rentre en tête et on essaie de se mettre en surveillance autour de tout ça. Euh, donc c'est ça le champ, le champ du quotidien. Ceci mis à part, hein, c'est un enfant qui a une vie complètement normale, qui a repris le sport, qui a une alimentation complètement normale. Je ne sais pas si la tarte au citron meringuée rend complètement, illustre complètement ce que je dis là, mais en tout cas sur les aliments qui étaient contraignants du point de vue des vitamines K. Si je reprends l'expression qu'on nous a apprise à Necker, on nous a dit on se prend pas le chou, on mange de tout. Donc on fait ça en essayant d'équilibrer l'alimentation effectivement et de pas surdoser sur des aliments qui peuvent être un peu risqués, mais on n'a pas transformé son alimentation particulièrement par rapport à ça. Et ensuite, c'est un équilibre à trouver entre lui donner une vie d'enfant la plus normale possible et gérer les contraintes qui sont liées à son traitement. Donc, notamment sur le ski, hein, il n'a pas été mentionné plutôt par le docteur, mais dans le petit livret qu'on a reçu à Necker, le ski était indiqué comme étant une discipline à pratiquer avec quand même une grande attention. Donc, pour ne pas dire que c'était quelque chose de non recommandé, Clément, il aime faire du ski, ça fait partie de son équilibre. Voilà, on y est allé un peu avec un peu d'appréhension et en faisant très attention, en évitant les périodes où il y avait trop de monde pour essayer de contrôler le risque de choc qui serait dans son cas un peu compliqué. Et ensuite, en tant que parent, pour finir, notre rôle, c'est de s'assurer que lui a toujours les bons réflexes et effectivement, dans éventuellement un oubli de médicaments. Donc, nous, en 6 mois, il a déjà oublié 2 fois en 6 mois. Hein, donc, bravo au précédent intervenant qui avait oublié 2 fois en 20 ans. Dans les déplacements, donc c'est sûr que les vacances chez les grands-parents, on part avec, c'est plus un carnet de santé qu'il a, c'est un sac de santé avec ses seringues, ses médicaments, tout ce qu'il faut, le Coagucheck, etc. Donc c'est un petit protocole auquel on s'est habitué.
On arrive à pallier aussi au fait que si un INR est pas bon et qu'il faut faire des injections, bah, papy et mamie ne sauront peut-être pas faire. Donc, il faut prévoir les infirmières aussi dans les sites dans lesquels on va laisser Clément en vacances. Donc voilà, c'est un petit peu d'organisation, mais rien de très compliqué une fois qu'on a compris ce qu'il y avait à faire. Voilà pour la vie de Clément que je vous invite, si vous le souhaitez, à suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, on cherche aussi à faire de la pédagogie sur la vie des cardiopathes sous AVK. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, plus qu'un abonné, on est aux 800. Alors, C'est ça. Il fait son autopromo. Merci Clément, Voilà pour merci moi, Guillaume. merci. Merci pour ce témoignage très important puisqu'on voit que la prise d'anticoagulants joue aussi sur la vie qui est tout autour de nous, qui est tout autour de nous. Exactement. Sur les conjoints, sur les parents, sur les grands-parents, sur toutes ces personnes qui peuvent être touchées de près ou de loin, ou même de très loin, par cette prise de médicaments. Nous allons passer aux questions des gens qui ont assisté à cet infocœur. Benoît, as-tu Oui, des questions? ouais. Alors, première question, quels sont les antibiotiques qui ont une interaction avec les AVK? Docteur, Ouais, j'arrive, pardon. Déjà, merci pour tous ces témoignages, hein. Moi, je trouve ça très important parce que nous, en tant que médecins, on ne le vit pas, les antivitamines K. Enfin, nous, on dit, bah, faut refaire la prise de sang ou il faut refaire le coagut check, mais on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique au quotidien quand même. On est de l'autre côté. Alors, pour les antibiotiques et l'interaction avec les AVK, il y en a plusieurs. Après, tout ce qui est les médicaments de base, donc l'augmentin, l'amoxicilline, le clamoxyl, il n'y a pas d'interaction. De toutes les manières, votre médecin traitant vous donnera le traitement adapté à vos antivitamines K, mais notamment par exemple la rifampicine, qui est un traitement qu'on peut donner, va faire baisser l'action de la vitamine K. Donc vous allez avoir des INR qui peuvent être plus bas, donc il faut faire attention. Mais s'il n'y a pas d'autre option thérapeutique et qu'on est obligé de mettre la rifampicine, et ben, on vous la mettra, mais voilà, faut savoir que parfois on n'arrive plus du tout à équilibrer l'INR et donc dans ces cas-là on discute parce que c'est des cas assez particuliers avec les infectiologues et il y a d'autres antibiotiques qui au contraire vont faire monter votre INR très très haut. Et donc Benoît disait qu'il avait fait une endocardite et que son INR était monté très haut. Il y a aussi probablement les antibiotiques qu'il a pris qui ont fait que ça a déséquilibré complètement Alors, l'INR. l'INR à 21, c'était Ah, avant, bon, avant les c'est antibiotiques. l'infection alors. C'est l'infection. Mais oui, de toute manière, l'INR est très labile. Donc, dans ces cas-là, nous, Oui. les patients qui ont des endocardites ou qui ont des infections en cours, on est obligé, on contrôle leur INR très régulièrement à l'hôpital. Donc, ça implique malheureusement des prises de sang quasiment toutes les 48 heures, quoi qu'il arrive, voire toutes les 24 heures. Donc, on sait que, surtout sur les endocardites où les traitements vont être longs, ça implique beaucoup de prises de sang. Oui. Et puis l'autre chose, quand vous rentrez à l'hôpital, et bah, nous, on s'en rend compte, hein, rien que l'alimentation, c'est plus du tout la même. Et donc, en fait, rien que ça fait que l'INR va vite être déséquilibré à l'hôpital. Donc, on le rééquilibre à l'hôpital, les patients sortent et il est à nouveau déséquilibré. Donc, c'est toujours un peu dur. Donc, voilà pour les antibiotiques. Il y a des listes que vous pouvez trouver sur Internet si vous voulez précisément la liste des antibiotiques. J'avoue que je ne les ai pas tous en tête et qu'on regarde souvent, nous, avant de mettre les traitements. Alors, après, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a un épuisement thérapeutique après plusieurs années, plus de 40 ans? Alors non, il n'y a pas d'épuisement thérapeutique, hein. Bah, encore une fois, Benoît, ça fait 20 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, 22. 22 Donc et voilà, et ma on a des... dose n'a pas évolué plus que ça. Ouais, il y a pas. En tout cas, autour de nous, alors changer les doses au cours du temps, oui, ça arrive. C'est-à-dire que bah, vous êtes un peu plus haut ou un peu plus bas, mais il n'y Oui, a pas... mais pas. Enfin, j'ai pas triplé ma dose. Je crois que j'étais à un demi. Je suis actuellement à trois quarts. J'ai dû faire des périodes à un comprimé de Préviscan. Mais voilà, ça reste dans ces eaux-là. Donc non, non, normalement, Ça- pas de résistance au traitement par AVK. Alors, mon pharmacien m'a déconseillé de prendre certaines plantes pouvant modifier l'INR. Exemple vigne rouge. Y a-t-il d'autres plantes à éviter? Alors là, j'avoue, je ne suis pas une experte en phytothérapie, mais oui, effectivement, il y a certaines plantes, déjà parce qu'elles vont apporter de la vitamine K, et puis il y a certains mélanges de plantes, où par exemple, il va y avoir du pamplemousse aussi avec, et on sait que le pamplemousse est riche en vitamine K, donc
méfiance et à ce moment-là, je vous dirais effectivement de suivre les conseils de votre pharmacien. Donc, il y a effectivement certaines plantes, il y a Le millepertuis aussi, millepertuis, ouais. vraiment J'avais. éviter. Parce que alors, lui, pour le coup, c'est un peu comme la rifampicine, l'antibiotique dont je vous parlais. C'est un inducteur enzymatique, donc ça va faire baisser l'INR. Donc ça, c'est la plante clairement à contre-indiquée. Et après, pour les autres plantes, je m'y connais pas suffisamment bien pour connaître les interactions, mais ça, je pense que votre pharmacien peut clairement vous répondre. Ok. Après, on me demande où trouver le type de programme ETP dans la région Grand Est. Donc, je pense qu'il faut se rapprocher de son cardiologue qui doit connaître le centre le plus proche, là. Ouais, alors peut-être que Sarah pourra répondre, mais globalement, maintenant, tous les centres de cardiopathie congénitale hein, ont normalement, enfin beaucoup en tout cas, ont des infirmiers d'éducation thérapeutique. Et donc, je pense que l'idéal, c'est effectivement de vous rapprocher de l'hôpital dont vous êtes suivi pour voir avec eux, avec qui ils travaillent. Je ne sais pas, toi, si Sarah, tu sais. Oui, alors là, j'ai pas de nom comme ça. Après, le créatif, l'organisme dont je vous parlais, accepte également de suivre toutes les patients à attente cardiopathique congénitale, même ceux qui sont en dehors de l'Île-de-France. Donc, on peut aussi vous mettre en relation et eux, ils peuvent trouver aussi des centres proches de chez vous aussi également. Ok. Et dernière question. Ah, Sarah, on vous a pas entendu. On n'a pas entendu votre réponse. Vous m'entendez là? Ouais, c'est mieux. Ok, je vous disais, donc là, j'ai pas de nom en tête du programme exactement. En revanche, le créatif, l'organisme dont je vous parlais tout à l'heure, accepte en fait de prendre en charge tous les patients qui ont une cardiopathie congénitale, même ceux qui sont en dehors d'Île-de-France. Voilà. Donc, ils peuvent également vous mettre en relation et voilà. Ils peuvent également suivre vos INR, vos anticoagulants, etc. C'est vraiment l'organisme de ressources qu'on conseille. Ok, merci Sarah. Je vais mettre le site internet du créatif sur la discussion, comme ça. Et du coup, là, j'ai une autre question. Alors, est-ce un traitement compliqué à gérer pour une adolescente? Les saignements sont-ils inévitables? Oh, Alors, non, au final, c'est pas un traitement qui est compliqué à gérer pour une adolescente. Après, on sait que la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte est souvent une période compliquée. Et c'est là où les patients, enfin, c'est là où on voit que les patients, parfois, c'est la crise d'ado, se rebellent un peu. C'est un peu plus dur de prendre son médicament au quotidien parce qu'ils en ont un peu marre, parce que les copains en prennent pas. Donc c'est une période un peu charnière où je pense qu'effectivement, et en plus parfois le contact avec les parents est un peu compliqué, mais c'est là où on a le plus de difficultés. Ensuite, est-ce que les saignements, je pense que vous parlez des saignements gynécologiques sont inévitables chez la jeune femme? Il faut voir à quel point elle est gênée. Il y a des jeunes filles qui vont avoir des règles plus abondantes, mais ça va aller, entre guillemets. Il y en a d'autres chez qui, effectivement, le saignement, c'est catastrophique. Elles vont avoir des règles qui vont durer une semaine, elles vont se changer toutes les 2 heures. Et c'est vrai que quand elles sont au lycée, c'est quelque chose qui est un peu gênant, qui est compliqué pour elles à gérer. D'autant plus que ce que je vous disais, le risque, c'est que l'hémoglobine chute. Donc, dans ces cas-là, la seule solution à l'heure actuelle, c'est de prendre une pilule qui va diminuer les règles ou qui va carrément les arrêter si on n'arrive pas à trouver de solution. Après, il faut aussi vérifier que l'INR n'est pas trop haut et peut-être, par exemple, quand l'INR est entre 2 et 3, se dire qu'on va essayer de se mettre plutôt entre 2 et 2,5, mais ça devient des choses plus complexes, quoi. Être sur la fourchette basse, c'est une fourchette encore plus petite, c'est encore plus difficile à gérer au quotidien. Donc, généralement, on gère avec les gynécologues. ok, merci. Et j'ai une autre dernière question. Est-ce que la pratique de l'équitation est déconseillée? Bah, je dirais que c'est un peu comme le ski. C'est pour ça que je l'avais pas mis dans mon diaporama, le ski. C'est toujours le débat, c'est-à-dire que s'il se passe rien et que c'est juste une balade en poney et que bah il n'y a pas de risque de chute,
il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si le cheval se cabre et qu'il y a une chute, un peu comme en ski, en fait. En ski, pourquoi on dit qu'on n'aime pas trop que nos patients fassent du ski? Bah, c'est juste le risque de traumatisme, de chocs frontaux, quoi. Et en cheval, c'est un peu la même chose, c'est le risque de la chute, c'est ça qui nous fait peur. Et malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire. On ne peut pas dire si le cheval va avoir peur d'un chien et se cabrer ou pas. Donc c'est difficile de répondre. Enfin, c'est pas forcément un sport qui est très conseillé. Après, si c'est un patient qui est mordu d'équitation, faut le discuter. Et nous, il y a des patients adultes qui nous disent, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je continuerai à faire du ski. Donc voilà, il y a le risque de chute. Donc nous, c'est pas forcément un sport qu'on recommande. Surtout si c'est juste de la balade ponctuelle, pourquoi pas. Ok. Merci. Guillaume, encore quelques questions? Non, Non, je non, répondais à c'est des trucs sur le les... chat. Comme il y avait quelqu'un très proche de Clément, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez qu'on discute de la vie des enfants sous AVK avec des valves mitrales. Je comprends que ça puisse être inquiétant. On est passé par là, donc si on peut vous rassurer. Eh bien, je vais vous rappeler qu'il existe une fiche Les Essentiels sur les AVK sur notre site petitcœurdebeurre.fr que vous pouvez consulter gratuitement et ce sera un plaisir pour nous que vous puissiez utiliser ce document qui est à la portée de tous. Je vais remercier le docteur Chaussade pour son intervention, la réponse à toutes les questions qui peuvent être posées. Je vais remercier Sarah qui nous a apporté son point de vue sur l'éducation thérapeutique du patient. Et Dieu seul sait si c'est important d'éduquer le patient, notamment chez les jeunes adolescents qui peuvent être aidés par ce genre de pratique. Et je vais remercier mes co-animateurs Benoît, Mildred et Guillaume pour leur présence, pour leur témoignage qui est tout aussi important. Euh, Merci beaucoup à tous. Merci, au Bon plaisir en tout cas. week-end. Bon Ah, week-end. bon Au revoir. week-end.